Il est de nouveau avec nous en plateau. Bonjour Jean-François Filiatre. Bonjour Georges. Alors quel est votre sujet aujourd'hui ? Eh bien la dernière fois je vous avais parlé d'assurance vie, mais aujourd'hui je vous propose simplement de remettre le couvert. Ok, mais le sujet performance des fonds en euros, on l'a déjà traité. Non, mon sujet du jour est tout autre. Il est question de fiscalité avec cette question de fond. Les assureurs exploitent-ils un peu trop l'argument de la fiscalité en étant en loose day le plus gros complice du fisc? Bon, j'imagine que vous avez une idée dans la tête, donc est-ce que vous avez quelques explications de plus pour moi ? Non, je ne vais pas vous donner d'explications, je vais vous raconter une histoire dans laquelle je pense que bon nombre de nos auditeurs et téléspectateurs vont se retrouver. C'est l'histoire d'un épargnant qui, comme bien d'autres Français, n'est pas franchement fan d'impôts, et plus particulièrement de celui qu'il considère comme étant le plus injuste, autrement dit, les droits de succession. Ok, mais bon, les droits de succession, c'est un impôt qu'on paye une fois dans sa vie, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors pourquoi celui-là ? Parce que, en fait, dans l'esprit collectif, l'impôt sur les droits de succession est un impôt qui touche des sommes qui ont déjà été taxées. D'où cette notion d'injustice. Alors, c'est vrai, je ne le cache pas, c'est pas cool d'être taxé deux fois, mais je tiens malheureusement aussi à le dire, c'est quand même relativement fréquent. Par exemple, avec la cotisation sociale généralisée, cet impôt non trompeur de cotisation n'est en effet pas intégralement déductible de ses revenus. Bref, on paie la CSG et on paie ensuite de l'impôt sur le revenu sur des sommes qu'on n'a pas en portefeuille. Et que dire, par exemple, de la TVA ? Vous touchez votre salaire, vous payez votre impôt et dans la foulée, vous allez acheter à manger et hop, pof, impôt TVA. Croyez-moi, si les Français étaient meilleurs en maths, vu les sommes en jeu, il ferait mieux de pester contre la TVA que de pester contre les droits de succession. La TVA, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que la TVA, je prends un certain plaisir à la payer. Je vais m'acheter une veste. Bien sûr, je paye la TVA, mais j'ai ma belle veste sur moi. Alors, pourquoi est-ce que vous attaquez tant les droits de succession, même si tous les sondages le montrent ? Parce qu'en pratique, je constate ça, je constate cette aversion aux droits de succession et ça a des conséquences en termes de placement. Georges, quel est le placement qui permet d'éviter les droits de succession ? Alors là, vous n'allez pas me coller, Jean-François. À ma connaissance, il y en a un seul, l'assurance vie. Ok, c'est une idée qui est profondément ancrée dans la question collective, poussée très largement par les professionnels. C'est bien celle-là. L'assurance vie permet d'échapper aux droits de succession. Alors certes, la règle elle a un peu été durcie dans le temps. Alors aujourd'hui, vous avez une exonération pour un capital versé à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes qui ont été versées avant 70 ans et un abattement de 30 500 € pour les primes qui ont été versées après 70 ans. Donc mon épargnant, en l'occurrence, dans mon histoire, il le sait parfaitement, lui, le chef de famille. Je vais même vous dire, il a mis dans son cahier où il a noté ses placements des coupures de journaux en mentionnant à l'encre rouge en face des contrats d'assurance vie, exonérés de droits de succession. Ok, Jean-François, mais vous me parlez beaucoup là de complicité entre les assureurs et l'administration. Là, excusez-moi, mais la complicité, je la vois pas. Et même ces fameux abattements, ils n'ont pas été revalorisés depuis des années, alors qu'on a beaucoup parlé de l'inflation. Costaud. Ok, alors on va, si vous voulez bien, Georges, un instant, quitter le monde des coupures de journaux et des plateaux de télévision pour rentrer dans la vraie vie. Mon épargnant, c'est Monsieur Tout-le-Monde, qui a souscrit un contrat d'assurance vie avec un objectif successoral en tête. Et d'ailleurs, il a même souscrit des contrats d'assurance vie au nom, sur la tête, disent les professionnels, de son conjoint. Et voyez-vous, il y a peu, Choupinette a perdu son père. Et c'est l'occasion de sortir des livres et de profiter un peu de l'expérience et du recul pour débusquer les illusions, regarder les vérités et essayer de réfléchir un peu. Alors, une fois un décès survenu, si on regarde tout ce qu'on peut lire sur Internet, les guides qui sont proposés par les établissements, on vous dira tous, il faut informer du décès, les banques, les caisses de retraite, l'assurance maladie, les assureurs, bref, tous les acteurs économiques avec lesquels le défunt était en contact. Ok, mais si on revient à notre sujet qui est de l'assurance vie, dans le cas d'un décès et de l'assurance vie, qu'est-ce qui se passe ? Bien, dans un délai plus ou moins rapide, dans le cas présent, j'ai deux assureurs qui sont concernés et je peux dire que si Mutavie a été efficace et digital, CNP Assurance aurait du mal à être accusé d'être très rapide. Eh bien, le bénéficiaire du contrat reçoit un courrier lui mentionnant qu'il est bénéficiaire du contrat du défunt et on lui demande de retourner d'un côté ce que l'on appelle la demande de prestation, de l'autre côté ce que l'on appelle un accord de règlement. Je précise que dans le cas présent, le bénéficiaire est le conjoint.
ce qui est le cas le plus fréquent dans les contrats grand public. Puis naturellement, on lui explique qu'il a dans les bonnes solutions, plutôt que toucher l'argent, de reverser sur un contrat d'assurance vie. Et si Bibi, à ce moment-là, n'intervient pas, que se passe-t-il ? Le conjoint renvoie les papiers et il a le plus souvent plus de 70 ans et des contrats qui sont déjà alimentés au-delà de cet âge. Bien, haute possibilité, il reçoit le pognon, il se démerde avec ce pognon. Ok, mais là, vous me décrivez finalement le quotidien malheureux de centre de Français, entre guillemets sans surprise, sans saveur. Donc, c'est que les assureurs sont un peu longs, dont acte, mais quel est le sujet ? Le père, il a souscrit avec la volonté d'échapper au droit de succession. Là, certes, il n'y en a pas de droit de succession. Mais en l'occurrence, on n'aurait pas été dans le cadre de l'assurance vie. Il n'y en aurait pas eu non plus. Pourquoi ? Parce que la loi Sarkozy, il y a un peu plus de 15 ans, est passée par là, et depuis la loi TEPA, le conjoint a été exonéré de droit de succession. Donc, le conjoint, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre le pognon, il va le réinvestir sous l'aimable pression de l'assureur, et là, au coup suivant, eh bien là, vous allez passer par la case impôt. Mais du coup, quelle solution ? Vous savez qu'on écrit, c'est la recommandation, des clauses bénéficiaires en cascade. Par définition, c'est par exemple, mon conjoint, à défaut, mes enfants vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers. Et pourquoi on fait ça ? Eh bien, on fait ça pour prévoir le cas où le bénéficiaire est mort avant vous. Parce que si vous mettez mon conjoint et votre conjoint il est plus là et que vous avez une clause, il faut bien qu'il y ait un bénéficiaire si on veut bénéficier de l'avantage fiscal de l'assurance vie. Mais cette clause en cascade, elle a aussi une utilité dans le cas où le bénéficiaire renonce. C'est une opportunité qui est méconnue, mais c'est à mon sens un outil patrimonial majeur. Si on revient à Choupinette, vous avez parlé de Choupinette, qui a vraiment perdu son père. Est-ce que la mère de Choupinette, du coup, a dû renoncer au profit de ses enfants ? Alors là-dessus, on va prendre les choses de manière très simple. J'ai clairement invité les personnes concernées à réfléchir sur le sujet. Alors, et vraiment, cette histoire-là est intéressante. Je veux dire, on sort des plateaux de télé et des journaux et on rentre dans la vraie vie. Les premiers réflexes des enfants ont été de dire ça va à maman parce que c'était la volonté de papa. Soit, d'un autre côté, moi je dis, mais dans le cahier de papa, il y a le fait qu'il ait fait ça et que sa stratégie, c'était une exonération patrimoniale. Alors, assurément, j'ai toujours défendu l'idée que la fiscalité ne devait pas être une fin en soi. En pratique, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revenir sur les fondamentaux de la gestion patrimoniale. Et il faut se poser la première question, c'est est-ce que maman, elle a besoin de cet argent ? Et là-dessus, ça amène à avoir 3 autres questions qui vont venir naturellement derrière. C'est 1, quel sera son patrimoine après la succession, puisqu'elle va récupérer une partie du patrimoine. Deuxièmement, quels seront ses revenus après la succession, en prenant compte notamment des pensions de réversion. Et 3, quelles seront ses dépenses, vu qu'elle devra assumer seule des charges qui étaient assumées par plusieurs, etc. Si maman elle a besoin de l'argent, pas de débat. Elle renvoie les papiers que lui a envoyés à l'assureur. Sinon, il faut réfléchir à la renonciation et alors en pratique, comment faire ? Il faut se rapprocher de l'assureur pour connaître les bénéficiaires suivants. Déjà parce que si on découvre que en numéro 2 c'est la maîtresse, elle va pas forcément avoir envie de passer son tour. Ok, mais là vous me parlez de tuyauterie, de papeterie, de process, très bien, mais je reviens au début, je vois pas très bien pourquoi est-ce que les assureurs sont complices du fisc là-dedans ? Parce que tout ce boulot que je viens de vous dire, toute cette analyse que je viens de vous faire, à aucun moment ils l'ont fait. Ils ont envoyé les courriers aux bénéficiaires en lui disant voilà, acceptez, renvoyez-nous votre carte votre RIB, le justificatif du décès, la demande de prestation et mettez l'argent sur un contrat d'assurance vie où on l'envoie. Ce boulot-là, patrimonial, ce boulot de conseil, ils ne l'ont pas fait. Et peut-on leur en vouloir ? Peut-on, dans ce cadre-là, évoquer l'une des problématiques qui est une problématique majeure dans le monde de l'épargne, c'est le devoir de conseil. La réponse est claire, c'est non. Pourquoi ? Parce que le bénéficiaire n'est en aucun cas le client de l'assureur. Il est bénéficiaire du contrat, c'est pas le client. Donc, on a là très clairement un problème. D'accord. Vous, pour la famille de Choupinette, ils avaient la chance de vous connaître, vous avez proposé une solution. Pour les auditeurs qui nous regardent, quelle solution ? Pour les auditeurs, déjà, le premier sujet, c'est qu'il y a la nécessité d'entendre le message et de réfléchir à la logique de la renonciation quand on est informé. Et puis, on va être honnête, il y a une responsabilité de place.
je le dis, dans le fonctionnement actuel, les assureurs sont complices du fisc. Pourquoi ? Parce que c'est des bénéficiaires qui en profitent, qui traditionnellement sont les conjoints, qui sont exonérés, qui vont remettre sur des contrats sur lesquels il y aura taxation. Donc on peut me dire tout ce qu'on veut, mais dans la majorité des cas, il y aura in fine taxation. Donc si les assureurs veulent bien être véritablement en défense de leurs clients, et les autorités également, vous savez, j'ai travaillé dans le cadre de l'autorité des marchés financiers, dans le cadre d'un groupe de travail sur le plan d'épargne en action, et on a fait un guide pédagogique sur les transferts de PEA. Eh bien, je me mets à disposition de la CPR et de France Assureur pour qu'on rédige un guide, pour qu'on rédige une page, 2 places, en demandant à tous les assureurs de la diffuser lors d'un décès auprès des bénéficiaires, en expliquant de manière pédagogique et détaillée ce qu'est la renonciation du bénéficiaire à un contrat d'assurance vie. Et ça, je propose de le faire avec une idée simple, histoire que les avantages fiscaux soient pleinement utilisés par les épargnants et qu'ils ne se limitent pas à un simple habillage marketing sans effectivité réelle. Merci beaucoup Jean-François Filliat. Le message est passé. Vous êtes à la disposition de l'État pour les aider à mieux documenter et à mieux expliciter les différentes solutions aux épargnants.